Merci de vous être déplacés. On va commencer la conférence en parlant de géobiologie scientifique et des aspects scientifiques dans la géobiologie. Et après, le reste de la conférence, on a voulu présenter ça un petit peu à la manière dont on intervient en géobiologie sur un lieu, sur une maison particulièrement. Donc ça va suivre en accéléré un petit peu à quoi ressemble une intervention en géobiologie sur une maison. Vu qu'on est un petit comité, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez envie de poser des questions. D'habitude, on fait les questions plutôt à la fin, mais bon là, ça peut très bien coller comme ça. Je vais faire maintenant la petite parenthèse commerciale, comme ça c'est fait. Donc moi et Eric, on est géobiologue, on intervient sur des maisons, des commerces, des terrains où les gens prévoient de construire. Des fois on intervient dans des fermes. Donc voilà, on est assez disponible. Moi, mon agenda est assez rempli, il y a 3 mois d'attente presque. Après, Eric a un peu plus de disponibilité. Et puis après, on est aussi toute une équipe derrière. On peut vous renvoyer vers d'autres personnes encore, dont notamment d'anciens élèves. Et donc, on donne aussi des formations dans le domaine de la géobiologie. Donc actuellement, on propose une formation qui est sur 14 journées, qui est plutôt à visée professionnelle. Donc on forme de futurs professionnels géobiologues. Alors, il y a des gens qui viennent faire cette formation avec un objectif pro, ou aussi des gens qui viennent par curiosité. En tout cas, la formation est clairement orientée pour former des professionnels. Il y a aussi pas mal de thérapeutes qui veulent ajouter ça à leur corde, comme corde à leur arc. On a aussi des petites interventions ponctuelles. Donc moi, souvent, c'est à l'automne, je viens faire des petits ateliers aux Portes Mordelaises. Donc vous pouvez venir, c'est gratuit, sur donation libre. Et j'ai une journée de prévue en mai, je crois, à Brocéliande, où là, on va se balader sur les sites sacrés pour essayer de ressentir les énergies sur ces lieux-là. Donc voilà pour la petite parenthèse commerciale. J'ai fait le tour à peu près. C'est bon? Oui. On parlera un petit peu de géobiologie sacrée à la fin. Ouais, c'est vrai. Il y a quelques slides. Tu veux bien appuyer sur le premier bouton du coup? Donc on va se présenter rapidement tous les deux. Donc, ça commence par moi. Je suis installé en tant que géobiologue depuis 2013, donc un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait plusieurs centaines de maisons. Pas beaucoup de fermes parce que je suis végétarien et c'est compliqué pour moi. Il y a une grosse demande, notamment tout ce qui est élevage en fait. Et aussi pour les vaches laitières qui sont très sensibles à la géobiologie, notamment à l'électricité et puis aux cours d'eau souterrains. Donc je fais très peu finalement. Donc surtout des maisons. J'ai été formé par Pierre Beyer qui est un super formateur qui est dans le pays de Vannes maintenant, que je recommande, et puis aussi par Philippe Gilbert qui m'a formé à la méthode d'un auteur qui s'appelle Yann Lipnik, dont on aura sûrement l'occasion de parler dans la conférence. À côté de ça, j'ai créé ma propre méthode au fur et à mesure de mes expériences, des différents livres que j'ai pu lire, et puis aussi sous l'influence de mes guides spirituels avec qui j'ai une connexion assez forte. Donc je suis assez passionné d'énergétique, comme vous pouvez le voir. Ça fait bizarre en fait d'avoir le slide derrière. Ça me donne tout le temps envie de me retourner, j'ai pas l'habitude. Je vais essayer d'être plus naturel. Et donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, on a monté un collectif qui s'appelle EFA-ETA pour se rassembler à plusieurs formateurs pour essayer de former un groupe et notamment rassembler nos actions de communication et puis d'essayer d'arriver à une certaine synergie dans des propositions. Et donc notamment maintenant la formation géobiologie, avant je la donnais tout seul. Et puis du coup maintenant je la donne avec Eric et avec aussi Léa. Et on a aussi des intervenants qui viennent au cours de la formation. Je crois que c'est important. C'est un aspect quand même que vous rencontrerez peut-être pas dans d'autres formations. Là, vous pouvez rencontrer 4, 5
personnes différentes qui chacune vont vous présenter leur façon de travailler, puisqu'en fait, en géobiologie, on travaille avec ce qu'on est et on est tous différents. Et donc chacun va avoir une approche différente, même si on a la même formation. En l'occurrence, avec Pierre, on a la même formation. Je suis passé aussi par Pierre Beyer, mais on travaille pas tout à fait pareil. Et du coup, c'est un des aspects, je trouve, intéressants dans cette formation-là. Et après, on est suffisamment raccord pour enseigner quand même dans la même formation, histoire que les élèves ne soient pas complètement embrouillés entre les différentes méthodes. Parce qu'en fait, on va en parler après, mais il y a plein de courants qui existent dans la géobiologie. Dernière chose, je suis aussi praticien des soins énergétiques et formateur dans ce domaine. Et je suis complètement passionné par l'éveil de Kundalini, sur lequel il y avait une conférence la semaine dernière aussi. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans le détail de la Kundalini, parce que je repars sur la conférence de la semaine dernière. Vas-y, tu peux. Ok, donc moi je suis aussi géobiologue, également bioénergéticien, et puis un volet, même si on partage cette dimension-là avec Pierre, c'est vrai que j'insiste plus moi sur la dimension de l'accompagnement spirituel, donc qui est pour les personnes qui ont envie d'avancer, soit qui sont déjà en chemin, soit qui ont envie de démarrer. Mais un volet pour moi très important, donc formé par Pierre Beyer, je le disais, mais aussi j'ai suivi la formation de Pierre Pinson pour qu'on soit effectivement raccord et qu'on raconte des choses au moins compatibles. Mais ça n'a pas été compliqué du tout, c'était très, très fluide. Et puis, donc formé aussi en électromagnétique dans une société qui est dans le sud de Rennes, électromagnétique.com. Moi, j'ai commencé en 2017, un peu après Pierre quand même. Et donc formateur à la fois en géobiologie et en bioénergie, donc dans 3 départements différents. Et puis on lance là en Mayenne avec une autre personne l'accompagnement de groupe, l'accompagnement spirituel de groupe. Ça va démarrer début avril. Donc je suis dans le collectif FA ETA depuis qu'il a commencé. Et j'en suis très content. Et voilà, ma passion à moi, c'est de partager ce que j'ai découvert. Donc là-dessus, on se rejoint bien avec Pierre, à la fois en cheminement personnel, en énergétique, en spiritualité, et puis de continuer à avancer en permanence parce que c'est un chemin. Pas parce que je commence à partager que j'ai fini, je n'aurai jamais terminé. Donc il y aura toujours de nouvelles choses à partager. Voilà. Avant de vous parler de géobiologie scientifique, il y a en gros 3 grands courants dans la géobiologie. Il y a la géobiologie scientifique, donc qui s'intéresse à tout ce qui se mesure avec des appareils, qui essaye de se faire reconnaître par le monde scientifique, donc on va en parler après. Il y a ce qu'on appelle aussi la géobiologie traditionnelle, qui est plus l'héritage des magnétiseurs, des sourciers. Et puis il y a un nouveau courant qu'on va appeler géobiologie spirituelle, où la dimension spirituelle est beaucoup plus importante, dont l'auteur dont je vous ai parlé, par exemple, Yann Lipnik, est le fer de lance de ce mouvement-là. Donc, je voudrais vous parler un petit peu du coup d'abord de géobiologie scientifique. Donc ça a beaucoup commencé par ce monsieur-là, docteur Hartmann, qui est un scientifique allemand. Je ne me rappelle plus de la période, mais je crois que c'est dans les années 60 qu'il a, si mes souvenirs sont bons, qu'il a réellement commencé à se poser des questions. En fait, lui, il travaillait dans un hôpital et il se demandait pourquoi certains lits, il y avait des gens qui mouraient beaucoup plus ou qui développaient beaucoup plus de maladies que dans d'autres. Donc il a commencé à se renseigner auprès des sourciers, etc., et à basculer dans quelque chose qui était renié déjà par le monde scientifique. Donc il a entendu parler des cours d'eau, etc. Et puis, un peu plus tard, il s'est aperçu que la Terre émanait des champs magnétiques qu'on appelle des réseaux telluriques, dont le réseau le plus dense, le plus palpable, qui est du nom de ce découvreur, le réseau Hartmann. Et donc lui, il était dans une approche scientifique, pour essayer de démontrer son truc, il faisait des cultures de sang dans des pots comme ça qu'il mettait en ligne.
Et puis il se rendait compte que tous les 2 mètres, il y avait une culture de sang qui se passait un peu moins bien. Et il a commencé à se rendre compte du coup, comme ça, puis après avec les baguettes, mais là du coup, du point de vue scientifique, ça c'est pas du tout raccord, que il y avait un réseau en fait qui faisait une ligne d'à peu près 20 cm tous les 2 mètres. Et donc c'est comme ça qu'il a émis cette idée du réseau tellurique. Ce qu'on peut dire aussi dans la géobiologie scientifique, c'est que il y a une fédération de géobiologie en France qui est justement très branchée sur le scientifique, qui essaye de se faire reconnaître du monde scientifique. Et ils galèrent grave, hein. Parce que y a toujours des gens pour qui c'est facile de démonter la géobiologie. Et puis ils reprochent aux gens qui font de la géobiologie spirituelle de démonter leur projet de se faire reconnaître par le monde scientifique, parce qu'évidemment, si tu commences à parler d'entités, de mémoire des murs et tout ça, bon bah là, les preuves, il n'y a plus rien, et donc pour les scientifiques, ça tient plus debout. Et donc à chaque fois, pour eux, on ridiculise leur mouvement. Bon, c'est pas bien grave, ça ne nous empêche pas de continuer, mais voilà. Tu peux passer peut-être au suivant. Et en géobiologie scientifique aussi, il y a un auteur qui s'appelle Joseph Birkner. Là, je vous ai mis son livre là, qui est une sacrée référence, en tout cas de géobiologie scientifique. Donc il était élève de Hartmann. Et lui, dans son approche, en fait, il a voulu faire une approche scientifique. C'est-à-dire avec toute son équipe et tous les gens qu'il a formés. Il a, à chaque fois qu'il travaillait une maison, il donnait des formulaires à renvoyer 6 mois après, 1 an après. Et du coup, sur une base statistique des résultats qu'il avait, en fait, qu'on lui renvoyait, eh ben, il a essayé de démontrer la pertinence de la géobiologie. Donc, au niveau de l'approche scientifique, lui, il a une grosse approche sur l'électromagnétique, et sur les cours d'eau et sur les failles. On va en reparler un petit peu après. Donc, tu vois ? Donc en géobiologie scientifique, pardon, on va utiliser donc un certain nombre d'appareils, notamment celui-ci qui va permettre de mesurer des rayonnements électromagnétiques. Rayonnements électromagnétiques qu'on imagine bien que ce genre d'installation va pouvoir générer. Mais aussi voilà, le four micro-ondes, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, ce sont des sources de rayonnement électromagnétique. Et encore, il en manque la box, des choses comme ça. Et puis, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi sûrs d'eux quand même. Ils arrivent à démontrer ou à faire croire que c'est inoffensif. Mais en même temps, ils planquent un certain nombre d'antennes. Ils les déguisent. Il y a des parties sur des églises, notamment, où on a repéré qu'ils avaient créé une fausse culture. Et il y avait une antenne dedans, des choses comme ça. C'est obligatoire maintenant. En ville, par exemple, ils font des fausses cheminées sur les. Ils n'ont plus le droit de mettre des antennes comme ça. Elles sont cachées maintenant. Donc, ça se trouve, vous avez une antenne sur votre toit et vous n'êtes pas au courant. Et donc les détecteurs qu'on utilise vont nous permettre, voilà, Pierre en a à vous montrer, vont nous permettre de mesurer à la fois les rayonnements électriques et les rayonnements magnétiques lorsqu'on parle de basse fréquence, et puis les rayonnements électromagnétiques quand on parle de haute fréquence. Là, on entend le son tac tac tac, ça c'est le Wi-Fi, je pense, qu'il doit y avoir dans la salle jusqu'ici. Et puis en fond, on entend un brouhaha qui est plus nos téléphones à nous tous, qui ne sont pas tous en mode avion. Donc là, on est dans le rouge, hein. Quelqu'un qui serait électrosensible serait assez mal à l'aise. Voilà, donc ça c'est les hautes fréquences. Donc en fait, on va avoir la partie basse fréquence, et dans une maison, on va regarder ça, donc sur la partie électrique et sur la partie magnétique, et on va mesurer ça séparément. Et donc on va voir est-ce qu'il n'y a pas une ligne à haute tension dans le coin, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement un transformateur, est-ce qu'il n'y a pas simplement dans la maison un certain nombre d'appareils. Il y a forcément en fait en basse fréquence, dès que quelque chose est branché, on a un rayonnement électrique. Par contre, on a un rayonnement magnétique
lorsque l'appareil est allumé. C'est-à-dire que même un appareil qui n'est pas allumé et qui est branché génère du champ électrique en fait. Une Tous les simple passages de rallonge, fil. Une simple rallonge, on peut la mesurer, elle émet. Ouais. À partir du moment où elle est branchée, elle émet. C'est pareil, si j'allume mon appareil, je fais la démo, c'est fait. Vas-y. Donc là, les néons, j'essaie pas trop. Ça, on voit pas grand-chose. J'ai 5 volts par mètre. Et là, on voit que je suis quand même assez proche de l'appareil. Et là, si je me rapproche de la prise multiple, bon, là, je suis à 50. Et puis vous allez voir en fait que l'éloignement en fait amène tout de suite des solutions. C'est-à-dire que là, je suis plus déjà qu'à 10. Donc en fait, en tout ce qui est champ électrique Et champ magnétique. Ouais, et champ magnétique, plus on éloigne, plus on arrive à quelque chose de correct. Et l'idéal, c'est d'être, en tout cas notamment pour une zone de repos, d'être à environ 5 volts par mètre. Donc là, je suis à 3 là par exemple, alors que j'étais à 60 au plus près de la prise. Voilà. Donc, alors, il y a aussi, on en reparlera un petit peu plus loin, la partie haute fréquence où on va mesurer. Alors, en géobiologie, on travaille sur des phénomènes d'assez basse intensité, et c'est la durée qui fait qu'ils deviennent pathogènes. Et donc, on va s'intéresser aux endroits où on passe le plus de temps. D'abord le lit, et puis la cuisine, le canapé, etc. Et donc on va aller voir autour d'un lit les ampoules, le radio-réveil s'il y en a un. Le radio-réveil classique, c'est souvent une horreur. Et simplement, est-ce qu'il y a un fil électrique qui passe derrière le lit ou sous le lit? Parce que s'il y a une rallonge sous le lit, du coup, elle rayonne toute la nuit. Même si l'appareil qui est au bout est coupé, en électricité, ça rayonne. Et là, du coup, le fil aussi parle aussi de ce qui relie les deux interrupteurs là. Si ça passe au niveau de la tête de lit, c'est que l'électricité n'a pas été bien faite. Une électricité bien faite redescend en fait, passe en bas et remonte comme ça. Des fois, les électriciens font moins cher, ils vont au plus court. Voilà. Et puis après ça, on a quand même, je ne sais pas si c'est indiqué plus loin, la haute fréquence. Non. Donc il y a aussi toute une partie quand même très importante qui est ce qu'on appelle les hautes fréquences. En haute fréquence, on parle de Wi-Fi, on parle de téléphones DECT, donc les téléphones fixes sans fil. On parle de téléphonie mobile, bien sûr. C'est les trois grandes sources de pollution. Et là, on est sur des choses qui peuvent être là aussi très nocives. Par exemple, pour une box Wi-Fi, idéalement, il faut être au moins à 10 mètres de la box et ça traverse les murs. Donc, en tout cas, pour le lit. Et le conseil de base d'une box Wi-Fi, c'est de la couper quand on va se coucher. Et en termes de solutions, donc effectivement, la première chose, c'est éloigner, mettre de la distance. Pierre a fait la démonstration tout à l'heure. Donc à la fois en électricité et en champ magnétique. Donc ça peut être éloigner le lit du mur, par exemple, s'il y a un fil qui passe dans le mur. Enfin bon, après ça, ça dépend, c'est vraiment du sur-mesure à chaque fois. Il y a quelques règles de base, mais on étudie en fait vraiment au cas par cas. Et attends, si tu veux bien, je vais montrer des solutions. Je vais faire tourner après aussi. Donc en fait, quand on fait son installation électrique, ce qui est recommandé, c'est notamment au niveau des chambres, d'utiliser des câbles gainés. C'est-à-dire que bon, le moins cher, c'est d'utiliser ce genre de fil. Là, je ne l'ai pas dénudé, mais en fait, par exemple, la phase, il y a une gaine autour. Et la gaine, après, il y a un petit fil qu'on va raccorder à la terre. Ce qui fait que ce câble-là va générer aucun champ électrique. Alors si c'est branché, le neutre va aussi... donc idéalement, il faudrait protéger les deux, mais ça coûte plus cher. Et une autre solution consiste à mettre des gaines électriques blindées. Donc là, on voit qu'il y a les trois fils habituels pour ceux qui connaissent un peu l'électricité. Et en fait, la partie intérieure de la gaine est recouverte d'un carbone conducteur. Et là, il y a un petit fil en plus qu'on va mettre à la terre. Et en fait, cette gaine va n'émettre absolument aucun champ champ basse fréquence, du champ électrique en l'occurrence. Donc ça coûte quand même un peu plus cher. Mais si jamais un jour vous faites construire votre maison,
Moi, j'ai rénové ma maison il n'y a pas très longtemps et rajouté, du coup, j'ai essayé de trouver un compromis économique. Et du coup, toutes les chambres, l'éclairage et les prises au sol sont avec ce câble-là. Et en fait, sur toute la maison, ça m'a coûté 300 € de plus. Bon, après, je l'ai fait moi-même en partie l'électricité. Donc. Mais en termes de matériaux, ça coûte sur un T4, bah, c'était que 300 €, donc c'était pas énorme. Par contre, mettre les gaines, là, c'était quand même vachement plus cher. Je vais faire circuler, si vous voulez, ceux qui sont curieux. Il aurait fallu que je dénude idéalement, mais on voit un petit peu du coup la gaine. Et puis pour terminer sur les solutions, on a ce genre de choses qui se met dans le tableau électrique. Et en fait, c'est un mécanisme qui va complètement couper lorsqu'il détecte qu'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'appareil en fonctionnement, il débranche carrément. Mais en même temps, il continue à surveiller. Et donc, quand on veut allumer un appareil, il remet instantanément le courant. Donc avec un truc comme ça, bon, c'est relativement onéreux, mais avec un truc comme ça, en fait, on sait que si on le branche sur la chambre, dans la chambre, il y a plus dès qu'il n'y a plus d'appareil allumé, il n'y a plus de rayonnement. C'est pas si onéreux que ça, en fait, ça coûte une centaine d'euros. Ouais. Et quand on voit qu'une installation électrique sur une maison, bah, c'est tout de suite entre 10 et 20 000 €. Enfin, si vous faites faire par un électricien à la louche. Bah, des fois, s'il y a 3 chambres, à rajouter 300 € pour et demander à l'électricien d'installer ça, bah, c'est cool aussi. On pourrait parler longtemps hein, de tout ce qui existe au niveau électromagnétique. En fait, il y a plein de choses qui existent. Ok, et puis donc en géobiologie scientifique, je te laisse parler du géomagnétomètre. Alors, donc ça, c'est un appareil que moi je dispose pas, il coûte 10 000 €, on n'a pas investi là-dedans. Mais du coup, là, on voit une personne qui l'utilise, hein, donc c'est une sonde. On a un bloc comme ça, puis une sonde qui pendouille. Et puis, avec cet appareil, en fait, on arrive à ressentir les cours d'eau souterrains. C'est-à-dire qu'il va pouvoir mesurer les petites variations des émanations du champ magnétique terrestre. Donc, les gens qui sont très branchés géobiologie scientifique essayent de démontrer l'influence des cours d'eau souterrains et des failles par ce genre d'appareil. Qui, par contre, ils sont hyper galères à maîtriser, de ce qu'on m'en a dit. Et puis, il y a un autre appareil qui s'appelle la caméra GDV aussi, qui est aussi assez compliqué à utiliser. Puis après, il y a tout plein d'autres tests qui existent, notamment qui consistent à asseoir une personne là et puis de regarder qu'est-ce qui se passe dans son champ électrique. Donc on lui met des sondes dans la main comme ça et on regarde comment répond son champ d'électricité et on observe que quand la personne est au-dessus d'une perturbation, son champ électrique ne marche pas pareil. Il y a des variations. Mais bon, voilà. Donc c'est avec tout ce genre d'arguments qu'ils essayent, ils tentent de démontrer que la Terre émet des endroits où c'est négatif, où c'est pathogène en fait. Et donc pour terminer, on retrouve cette image du lit, et puis on va quand même effectivement analyser la partie haute fréquence et la partie basse fréquence dont j'ai déjà parlé. En priorité, effectivement autour du lit, mais à tous les endroits où il y a où on passe du temps en fait. Ok. Alors on va vous parler de géobiologie traditionnelle. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est l'héritage des magnétiseurs, des sourciers. Donc il va utiliser beaucoup d'outils de ce type, comme des baguettes de ce type là. On verra si on a le temps, on pourra vous faire essayer, mais dans la pièce là il n'y a pas de cours d'eau, donc ce serait un peu compliqué de se calibrer. On utilise pas mal de pendules, que je pense que tout le monde connaît. Si tu veux, Eric, tu vas nous faire une démonstration des baguettes comme ça. Donc ces baguettes-là, c'est des baguettes ça ressemble un peu aux baguettes de sourcier. Mais en fait, elles sont calibrées pour détecter les failles, les cours d'eau, le réseau Hartmann, le réseau Curie, le réseau Huisman. Donc il suffit de mettre le petit doigt sur ce qu'on cherche. Et puis, si ça existe, à ce moment-là, elle va basculer. Mais là, je suis sur réseau Huisman et il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si je me mets sur réseau Hartmann, toc, ça bascule direct. Parce qu'il y en a un tous les 2 mètres, donc forcément ça va très vite.
On va revenir à tout sur toutes ces histoires de réseau. Ensuite, il y a cet outil qui est assez répandu, qui est l'antenne de l'échelle. En fait, où on va pouvoir varier ici sur différentes valeurs. En fait, par exemple, si quand on cherche les cours d'eau, je ne me rappelle plus, j'utilise très peu ça en fait. On va régler sur le bon réglage du cours d'eau pour les cours d'eau, et puis hop là, on la met en tension un petit peu comme ça, là, et pour qu'elle soit prête. Et puis après, on se déplace, et quand il y a quelque chose, ça bouge. Le pendule qu'on utilise beaucoup avec des cadrans, donc différents types de pendules. Voilà, on pourra en parler pendant longtemps aussi. Mais voilà, ça c'est les outils. Après ça, tous ces outils ne font que manifester quelque chose qu'on sent avec notre corps. Et du coup, on peut aussi travailler directement avec nos mains. C'est l'occasion de remontrer que du coup, par exemple, ces baguettes, en fait, me permettent d'amplifier des micro-mouvements de mon corps. C'est-à-dire que si je passe au-dessus d'un cours d'eau, mon corps va avoir des petites oscillations comme ça naturelles. Et donc, du coup, si je passe au-dessus d'un cours d'eau, hop, hop, mes baguettes vont s'ouvrir ou se fermer, parce que j'ai ces petits mouvements, en fait. Donc, en géobiologie spirituelle, pour la détection, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le clair ressenti. Le clair ressenti, ça va être de sentir avec nos mains, de ressentir au niveau de notre corps des sensations diverses et variées. Et on va beaucoup utiliser ce qu'on appelle les axes de notre bulle d'aura. Donc là, par exemple, si je cherche mon axe vertical, pof, je suis centré. Donc, normalement, je ne suis pas au-dessus d'une perturbation. Mais après, on a mis des protections assez fortes aussi sur le lieu. Donc, s'il y avait une perturbation, là, tout de suite, on pourrait ne pas la sentir. Et tout ce qui va me décaler mon axe vertical, par exemple, me parlera qu'il y a quelque chose de mauvais pour moi à cet endroit-là. Et pareil, on a un axe horizontal qui va monter ou descendre, qui va parler d'influence cosmique. Bon, j'ai une dilatation de mon champ d'énergie et mon plan horizontal monte. Et les influences telluriques, au contraire, comme là, vont me faire descendre mon plan horizontal. Dans un cas, le plan monte dans le cosmique. Dans l'autre cas, il descend. Sa place normale, c'est à peu près au niveau du nombril. Et en fait, repérer où est mon axe, cet axe-là, ça donne des indications sur qu'est-ce qui se passe en ce moment à cet endroit-là pour moi. Et du coup, ça peut être au niveau du lieu. Après ça, il faut explorer pour trouver quelle est la cause. Donc il y a un entraînement en fait pour ressentir ces axes. Tout le monde y arrive en général. Il y en a qui y arrivent un peu moins vite que d'autres, mais tout le monde y arrive. Il s'agit de se faire un peu confiance et d'apprendre à couper le mental un peu. Et puis ça y va. Donc là, on voit une des pires choses qui peut avoir une influence sur notre champ d'énergie, qui est la présence d'un fantôme, d'une entité, à proximité de moi. Et du coup, mon axe va carrément s'incliner. Donc voilà sur cette petite présentation des différents courants de la géobiologie. Puis du coup, on va rentrer, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à quoi ça ressemble une intervention d'un géobiologue. Donc la première chose, c'est avant de commencer, en fait, on va se préparer, on va se mettre en condition, mettre des protections et puis essayer de se mettre au maximum dans un état d'ouverture, de ressenti, en incluant bien sûr tous les êtres vivants présents dans la maison, de manière à voilà, se mettre dans les meilleures conditions possibles au départ. Ça inclut le voisinage aussi, les animaux aussi. On fait des demandes de protection et des fois, certaines maisons, on est amené à faire sortir les habitants si vraiment ça pique un peu, comme on dit dans notre jargon. Il y a même des fois où c'est nous qui devons partir parce qu'on ne peut pas travailler sur place tellement c'est fort. Donc là, il y a pas mal de variations qui existent d'un géobiologue à l'autre. Il y en a par exemple beaucoup qui aiment bien faire un travail en amont, à distance, avant d'aller sur place. Moi, c'est pas trop dans mes pratiques. Moi, je le pratique. Souvent, je fais une petite étude à distance avant pour repérer les gros phénomènes, ce à quoi il faut que je m'attende. Mais je trouve que c'est vraiment important d'aller sur place. Il y a des géobiologues qui font tout à distance.
je constate un décalage quand même entre ce que je peux ressentir à distance et puis ce que je peux trouver sur place. Donc je trouve que ça vaut le coup d'aller sur place. Moi aussi. J'ai eu le cas cet après-midi, d'ailleurs, pour lequel j'avais fait une étude à distance. Je pensais avoir fait un dégrossi, et puis en arrivant sur place, c'était, niveau énergétiquement, c'était la catastrophe. Et puis après ça, un des mots-clés, à mon avis, c'est ressenti. C'est-à-dire qu'on travaille avec ce que notre corps exprime. Et donc, je crois le gros travail pour devenir géobiologue ou bioénergéticien, de ce point de vue-là, c'est assez proche, pour ne pas dire identique, c'est d'arriver à percevoir ce que tout ce qu'on est en fait exprime et à faire confiance à ce qu'on ressent. Parce que le mental est capable d'inventer des trucs, de créer des trucs artificiels. Et donc, c'est la partie la plus compliquée, d'arriver à être sûr de ce qu'on ressent, d'être vraiment dans les meilleures conditions. C'est aussi pour ça qu'il y a cette préparation. C'est que c'est aussi une façon de se couper un petit peu du mental et du coup d'avoir des ressentis qui vont être les plus justes possibles. Et donc de faire ce qui est vraiment pertinent. On ne rentre pas dans le détail de tout, parce que sinon on y est encore à minuit. Mais on passe pas mal de temps quand même à mettre notre client en confiance. C'est une étape importante. Et d'expliquer un peu notre méthode, etc. Donc après on visite la maison et puis après on commence à voir ce qu'on va faire. C'est ça. Du coup, dans notre méthode, un des points forts qu'on retrouve pas forcément dans d'autres approches de géobiologie, c'est qu'on va passer pas mal de temps à essayer de voir pourquoi cette maison elle va pas bien. Pourquoi on nous a appelés, qu'est-ce qui se passe en fait dans cet endroit-là, avant de tout de suite chercher les cours d'eau, les réseaux ou des trucs comme ça. Donc on va se retrouver, pour ça on doit chercher un endroit positif qui exprime un minimum d'énergie positive. Donc des fois on trouve un endroit sur le terrain ou des fois dans la maison. Et en général, comme la maison vibre mal et que tout est équilibre, si la maison vibre mal en négatif, il y a quelque part pas très loin un point positif. Donc on va se rendre dans ce point positif et de là on va consulter nos guides et par des méthodes de oui-non, de ressenti, d'ouvrir notre médiumnité, on va essayer de demander s'il n'y a pas des causes qui font que cette maison vibre mal. Et pendant très longtemps, j'avais une approche plus classique, c'est-à-dire que tiens, j'allais observer les réseaux et me rendre compte qu'il y a des réseaux qui ne vont pas dans une maison. Et plus j'ai pratiqué, plus je me suis rendu compte que ces réseaux, ils ont une certaine intelligence. Tous les phénomènes négatifs, entre guillemets, ils n'ont pas spécialement envie de passer en plein milieu d'un lit, en fait. Et s'ils passent en plein milieu d'un lit, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui s'exprime, ça vient signifier quelque chose. Donc, on va du coup pouvoir interroger et chercher ces causes. Je ne sais pas si on en parle des causes classiques dans le slide suivant. Oui. Si, voilà. Les causes, donc là, on va parler de choses qui piquent un peu. On invite vraiment les gens à ne pas jouer les apprentis sorciers, notamment surtout si vous ne connaissez pas les règles de protection et de savoir se nettoyer après une intervention. C'est pas très compliqué finalement, c'est savoir prendre des bonnes douches de lumière, remarquer que si le lendemain d'une intervention je suis complètement KO, c'est qu'il faut que j'aille voir un arbre et que je me vide. Parce qu'ils sont quelques règles de base. Une fois qu'on a ces quelques règles de base, on peut y aller un petit peu plus. Il y a aussi la notion d'autorisation. Il y a des moments où je n'ai pas du tout l'autorisation d'essayer de toucher à tel sort qui est sur telle maison parce qu'en fait ça me dépasse complètement et ça risque de partir en cacahuète pour moi, pour le client, pour les enfants qui habitent là. Et des fois en fait il faut être capable d'entendre non, tu n'y vas pas. Et ça demande d'être un minimum au clair avec son ego, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut vous parler un petit peu de ce qui peut se passer. Donc, par exemple sur les vieilles maisons de Bretagne, pour lesquelles on m'appelle, dès que la maison elle est de 1800, 1700, j'ai presque toujours un sort. Il y a eu une époque où en Bretagne, Marie elle avait piqué la vache de Paul, et du coup elle allait voir Bénédicte pour qu'elle jette un sort sur Marie. Et du coup ces trucs-là ça reste, c'est encore là. J'espère qu'il n'y a pas de Bénédicte dans la salle. Et ça s'exprime encore, et surtout si la maison elle a un terrain négatif, c'est-à-dire qu'il y a un gros cours d'eau qui passe en dessous, en fait le moindre petit truc va faire étincelle, va mettre le feu aux poudres. Donc on se retrouve avec des vieilles mémoires comme ça à nettoyer.
Et Ok, j'ai la voilà. même expérience que Pierre sur les maisons un peu anciennes, tout ce qui est longère, etc. C'est pareil en Mayenne comme en Bretagne, parce que moi je suis basé en Mayenne. Pratiquement systématiquement, il y a effectivement un sort sur la maison. Et donc ça, c'est une des priorités. Donc du coup, parmi les causes, vous voyez pourquoi on enlève ça d'abord, parce qu'après, ça va être plus facile d'aller dans la maison. C'est comme s'il y avait un verrou en fait dessus, sinon, voire même des fois il y a des choses qui se réactivent, on enlève un truc, 5 minutes après c'est revenu. En fait, c'est parce qu'il y a une espèce de magie derrière qui est là, qui est prévue pour réactiver si on essaie de bloquer. Là aussi, il y aurait plein de choses à dire, mais Oui, c'est ça. ça sera pour une autre fois. Il y a pas mal de sorts familiaux aussi, hein, des gens qui traînent des rancunes familiales, des vieilles haines. On a beaucoup d'histoires d'héritage. Au moment des héritages, les découpements des parcelles, des fois ça fait des jalousies terribles dans les familles. Et même s'il n'y a pas eu rituel ou sort, ça génère des énergies très violentes et qui peuvent poser problème dans les maisons. Mm. Il faut savoir que la magie, les sorts, c'est des choses qu'on crée parfois inconsciemment. Une émotion forte ou une pensée, là aussi forte, crée une forme de magie, peut créer un sort. Donc là, la liste est longue hein, de causes possibles. Mais des fois, il y a des besoins de vérité. Il y a une femme qui a été tuée et enterrée là. Et tant qu'elle n'a pas dit que quelqu'un n'a pas vu qu'elle était enterrée là, bah, elle ne voudra pas partir. Donc des fois, on se retrouve avec des histoires hyper glauques qu'il ne faut surtout pas raconter aux clients. Et les clients, ils sont curieux, ils veulent savoir. Et ma maison Et puis nous, on est là. Mais oui, il y avait du négatif. C'est bon maintenant. C'est pas toujours évident d'être dans cette diplomatie d'approche parce que il y a des gens qui vont pas entendre que ça y est, le sort est parti, ils vont continuer à cultiver ça. Et puis en France, on adore parler de nos problèmes, donc c'est vite fait et ça réactive derrière. Donc au contraire, on est invité à essayer de pas trop en parler. C'est pas toujours évident. Donc on rentre pas dans le détail. Vous avez peut-être pu lire en même temps que qu'on parlait. Mais on trouve effectivement plein de choses. La maison qui est sur un ancien cimetière ou sur un terrain de bataille. Enfin, c'est très varié. C'est un des côtés sympathiques dans ce métier, c'est qu'on n'a pas de maison pareille. Oui, Et du coup, quasi systématiquement sur les interventions, il y a quelque chose à voir. Il y a des endroits où c'est plutôt positif et il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des maisons pour lesquelles il n'y a pas grand-chose. Mm. Il y a par exemple des gens qui sont très soucieux de leur bien-être, ils aménagent dans un endroit et avant même d'avoir aménagé, ils veulent qu'il y ait un géobiologue qui vienne. Et des fois, on arrive, il n'y a rien. En général, il y a un petit truc, mais du coup, bah voilà, oui, ça arrive. Mm. Ça arrive. Mais après, les maisons qui vont bien, on ne nous appelle pas en fait. Donc, les gens nous appellent des géobiologues, surtout quand tu dors mal, quand tu as les enfants qui voient des trucs passer, des cauchemars à 4 h du matin, des trucs. Ou le chien ou le chat qui tombe malade et qui en fait manifeste qu'il y a un problème. Il prend sur lui le problème, mais du coup ça m'est arrivé d'être appelé, la chatte est en train de mourir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait le problème c'était au niveau des personnes et de la maison. Et maintenant la chatte va beaucoup mieux. Alors, vraiment, ce qui doit mettre la puce à l'oreille d'une intervention en géobiologie, c'est je dors super bien quand je suis à l'extérieur et quand je suis chez moi, c'est la cata. Ça, tu as 3 chances sur 4, peut-être même plus encore, qu'il y ait un problème d'ordre géobiologique dans la maison. Et donc sur la résolution, Donc sur la résolution des causes, on a une liste assez longue dans laquelle on ne va pas rentrer dans le détail non plus. Des fois, on utilise des prières, on travaille beaucoup avec l'intention, qu'on va essayer de manifester en nous-mêmes, en se mettant dans des états de détente profonde qui vont permettre à ce que nos intentions se manifestent, comme je suis en train de le faire là, qui en plus font du bien aux thérapeutes. c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure sur la possibilité qu'on a de créer, même involontairement, de la magie ou des sorts. En fait, on peut aussi agir de manière positive à condition d'y mettre suffisamment d'intensité. Donc on travaille beaucoup avec les présences invisibles. Donc en fait, dans notre approche, on essaie de mélanger les trois, le traditionnel, le spirituel et le scientifique, pour avoir le plus de chances d'amener quelque chose de concret en termes de bien-être dans la maison. Et donc là, par exemple, vous avez une petite représentation assez rapide hein, que j'ai faite de l'archange Barakiel.
qui est un archange qu'on utilise quand il y a des forces qui utilisent des portes dimensionnelles pour se cacher et apparaître. Et en fait, cet archange, en fait, on apprend à le connaître, à l'honorer, et on lui demande d'intervenir tout simplement. Et des fois, c'est tout, il y a juste ça à faire. Donc ça, c'est une des grandes méthodes phares de Yann Lipnik, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Géobiologie pour tous, d'ailleurs, où il va vous dire, bah, tiens, il y a un cours d'eau, bah, Archange Emmanuel, tiens, il y a tel truc, etc., etc. Un archange Jophiel qui est très efficace sur tout ce qui est magie et sort, par exemple. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de protocoles et que voilà, on va commencer par voir qu'est-ce qui se passe. Et après ça, on va aller choisir dans les outils à notre disposition celui qui est le plus adapté. Et parfois, on n'a pas d'outils et donc il faut inventer à partir de ce qu'on connaît et puis de ce qu'on ressent, perçoit, reçoit. Comment on va faire pour résoudre la difficulté. C'est là que c'est important d'avoir bien connaître ses guides spirituels et de pouvoir appeler du renfort. Oui, il y a déjà des choses qu'on peut faire sans être comme vous. Oui, Bien sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si par exemple Ouais, alors la montée fort en taux vibratoire, par exemple, c'est vraiment une pratique où le principe, ça va être de faire monter super fort le taux vibratoire de la maison. Donc en général, on fait sortir les habitants. Donc il y a plein de méthodes pour faire monter les taux vibratoires qui existent. Et puis dans le but que, au bout d'un moment, les magies tombent en fait, ou les causes tombent. S'il y a de la jalousie, n'importe quoi, ça va finir par tomber tellement tu as fait monter fort. Et on fait monter pendant 1 heure ou 2 comme ça le taux vibratoire. Donc ça, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Bonhomme allumette, en effet, du coup, si on sait qu'il y a quelqu'un qui nous envoie des énergies négatives, ou même des fois le bonhomme allumette, de l'autre côté, tu vas mettre ma maison en dessous et après tu coupes. Ouais. Okay. Donc, une illustration de tout ce qu'on peut trouver dans une maison. En gros, oui. Un peu de tout. Donc on a un côté scientifique avec la ligne haute tension, le Wi-Fi, les antennes relais, portable, écran, micro-ondes, etc. En matière de plaques de cuisson, par exemple, le pire qu'on puisse imaginer, c'est la technologie la plus récente. Quand on est sur cette technologie dont le nom ne me revient pas. Les plaques à induction. Les plaques à induction. En fait, ça chauffe en créant un champ magnétique extrêmement puissant. Et du coup, à plusieurs mètres, on est dans ce champ magnétique. Et notamment pour reprendre ton exemple, quand tu es en train de faire ta popote devant une plaque à induction comme ça, en fait, tu t'en prends plein dans le ventre là. C'est vraiment hyper fort qu'on se prend dans le ventre. Mais on constate c'est les mêmes champs magnétiques du même ordre dans les voitures électriques. Après ça c'est la partie donc, scientifique. Après ça, on va avoir des choses qui sont liées à l'environnement terrestre. Donc la cheminée cosmotellurique dont on n'a pas parlé, la cheminée cosmotellurique et vortex, ce sont deux, on pourrait dire, formes de vie, des choses qui existent dans l'environnement terrestre de manière parfaitement naturelle. Et leur présence à proximité ou dans une maison, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Même si c'est positif, en fait, trop de positif dans une maison, c'est pas bon. Et puis dans le cas d'une cheminée, il y a une partie positive, mais il y a aussi une partie négative. Donc suivant si je suis dans la partie positive ou dans la partie négative, je vais aller bien ou au contraire ça va aller très mal. Et puis on va avoir aussi tout ce qui est dans le sol, les failles, les cours d'eau souterrains, les réseaux, éventuellement des points négatifs. On y revient après, il y a d'autres diapos sur le sujet. Donc en fait, après le travail sur les causes, on a une approche un peu générale. En fait, on essaie de voir qu'est-ce qui est le plus important sur la maison. Et si tu mets la diapo suivante, je crois qu'elle est sur les cours d'eau. C'est celle d'après, je crois, les cours d'eau. Voilà. Non, bah reviens du coup, reviens dans l'ordre, si tu veux bien. Donc souvent, l'étape d'après consiste à nettoyer, faire une espèce de dégrossis sur la maison. Donc on utilise beaucoup ce genre de visualisation. Donc là, c'est une illustration qui vient d'un livre de Serge Boutboul, où on visualise qu'on crée un grand écran et qu'on pousse comme ça sur la maison. Et après, on voit ce qu'on récupère. S'il y a des entités, on les fait passer en lumière. L'important dans ce schéma, c'est la différence de couleur entre les deux parties de la maison, et puis tout ce que
Le filtre l'écran récupère. emmène avec lui. La notion d'utilisation de filtre, il y a des géobiologues qui sont très branchés là-dessus. On peut par exemple faire des passages de filtre obsidienne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une obsidienne. C'est une pierre noire qui est utilisée pour faire de la protection. Et donc on va imaginer qu'on crée une très 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 grande obsidienne et puis on va la passer sur la maison comme ça. Et ça va filtrer. Et puis de l'autre côté, au bout d'un moment, on récupère des choses de l'autre côté qu'on envoie en lumière. Donc on peut utiliser des filtres arc-en-ciel. Il y a plein de choses qui existent. Et dans le même temps, on va aussi demander le nettoyage de la mémoire des murs. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a encore une autre pratique un peu du même style qui s'adresse vraiment à toutes les émotions passées qu'il y a pu y avoir dans cette maison. Puisqu'en fait, tout ce qui est vécu dans une maison s'imprègne dans les murs. Donc si on y passe juste une journée, ça n'a pas d'impact. Mais si on en passe quelques années, du coup, ça s'accumule. Et si la maison a des dizaines, des centaines d'années, surtout s'il y a des murs épais, en pierre, etc., là, on peut avoir vraiment des choses profondes et lourdes, bien accumulées. Et du coup, ces nettoyages, finalement, ils ont une résolution permanente Oui et non. En fait, quand on termine, c'est propre, mais c'est comme la poussière, ça revient. Mais quand même, ça fait du bien de faire un gros dégrossi en fait. Et puis, Ça met du temps à revenir, donc c'est vrai que le nettoyage fait que c'est agréable, ça devient positif et ça le reste quand même pendant assez longtemps. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien de faire un petit complément tous les ans, on vient vérifier qu'il n'y a pas des gros trucs qui sont venus se remettre. moi, c'est Parce pas que trop dans mes pratiques, mais il y a des géobiologues qui proposent systématiquement des abonnements. Et c'est ce qui se fait par exemple sur les fermes. La plupart des interventions sur les fermes, c'est des abonnements et les géobiologues reviennent tous les ans. Continue. Ouais. On parle un petit peu du coup des cours d'eau souterrains. Donc en fait, dans le sol, il y a beaucoup de mouvements d'eau. En Bretagne, alors je connais pas trop, on n'a pas beaucoup d'expérience dans le reste de la France, toi peut-être en Mayenne. En tout cas en Bretagne, le sol est très riche d'eau en fait. En Mayenne, c'est pareil. Donc les nappes phréatiques sont situées entre 20 et 60 mètres dans le sol. Donc c'est des espèces de petits lacs très 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 humides. C'est pas vraiment des lacs parce que c'est quand même assez dense. Il y a de la matière qui se mélange à l'eau. Mais du coup, dans une distance à peu près 20 mètres dans le sol, il y a des courants de circulation d'eau. Donc là, on a une vue de coupe d'une de ces veines d'eau. Donc quand on creuse un puits, en fait, ça ressemble à... Là, il y a par exemple beaucoup d'argile, et puis là, il y a un endroit où l'argile est un peu plus grise ou d'une autre couleur. Puis après, en dessous, il y a une autre strate, un peu plus foncée, par exemple. Et du coup, l'eau, elle a décidé de se glisser là. En fait, l'eau de pluie qui s'accumule va avoir tendance à se glisser là et circuler à gauche, à droite, vers le haut. Enfin, des fois, ça suit le motif du terrain, des fois, au contraire, ça va dans l'autre sens. Et du coup, ces cours d'eau génèrent des ondes négatives qui remontent à la verticale. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a des ondes négatives? C'est un peu difficile d'être affirmatif. La théorie la plus répandue, c'est que l'eau qui se déplace dans le sol, ça génère des micro-frottements et c'est que ça génère des ondes qui remontent à la verticale. Bon, après, il n'y a pas de base scientifique dans cette histoire, c'est difficile à démontrer. Mais maintenant, comme je vous disais, il y a quand même des appareils qui permettent de sentir là où il y a de l'eau ou des failles. Et donc, quand on a son lit là juste au-dessus, en fait, on est dans une zone vraiment négative. Et parmi tous les phénomènes négatifs qu'on peut observer en géobiologie, les cours d'eau et les failles, c'est le pire. C'est vraiment avoir son lit au-dessus d'un cours d'eau en termes de santé, ça va être très net. Donc, selon que vous avez un profil assez tellurique, vous allez être moins impacté. Et si vous êtes un peu cosmique, un peu rêveur, un peu fragile, l'impact peut être très rapide. Donc ça dépend de la puissance du cours d'eau, de sa charge émotionnelle aussi, parce qu'en fait il y a une charge émotionnelle dans ces cours d'eau. Notamment si par exemple il traverse 500 mètres avant un ancien charnier, en fait il va véhiculer des émotions très fortes. Ou s'il passe sous un cimetière ou des trucs comme ça, voilà, par exemple ça va faire des trucs encore plus forts que la normale. Et pour vous donner un exemple, donc du coup moi je fais pas mal de soins énergétiques et quand je suis amené à traiter des gens qui ont des cancers par exemple,
Si j'ai la possibilité d'aller sur place, je vais aller sur place. Et c'est quasiment systématique, la personne dort au-dessus d'un cours d'eau. Bon, alors du coup, je ne peux pas faire une généralité, hein, évidemment. Je n'ai pas non plus 700 cas de personnes qui ont des cancers, heureusement d'ailleurs, dans ma clientèle. Tu veux ajouter quelque chose, toi aussi? Non, On je crois pourra en qu'on parler parle longtemps encore là aussi. Oui, oui, oui. Et du coup, juste par rapport à ça, vous déconseillez clairement d'avoir la chambre au-dessus des vannes d'eau, ou alors il y a des possibilités de aménager pour, on va dire. Alors, si on va peut en parler, éviter, je crois c'est qu'on mieux. a un truc là-dessus. Après ça, on peut mettre des protections. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'étonne, c'est que souvent les maisons anciennes, où on peut se dire ils savaient quand même mieux que nous, en fait souvent les maisons anciennes sont sur des cours d'eau. Pas toutes. Celles pour Pas lesquelles on toutes. nous appelle, en tout cas. Et même à un moment, c'était s'il y avait une étable et la maison, en fait, ils privilégiaient tellement leurs animaux que c'était pas grave s'il y avait de l'eau sous la maison, en fait, tant qu'il n'y en avait pas sous l'étable. Je parle à titre personnel, je suis en cours d'achat d'une maison, c'est une ancienne grange qui est rénovée. D'accord. Et le propriétaire, il a tout rénové, il part de zéro. Et du coup, je lui ai demandé effectivement où il a installé les chambres, il y a apparemment des vannes d'eau qui pèsent dessous. Ouais, pas de bol. Voilà. Non, alors on peut résoudre, mais il n'y a rien de tel que d'avoir sa chambre en dehors d'un cours. C'est-à-dire qu'avec la résolution, on va en parler, je crois, bah oui. On arrive à atténuer 90% de l'effet du cours d'eau, mais le petit 10% qui reste, il fait que sur des temps de... toi qui es jeune, ça va commencer à jouer sur 10-15 ans, mais mettons quelqu'un qui aurait 60 ou 70 ans, l'impact serait beaucoup plus rapide, par exemple. Ou quelqu'un qui serait déjà fragile, un enfant qui a déjà des TDAH, par exemple, ou des trucs comme ça, bah là, ouais, c'est pas top. Donc, au niveau de la résolution, nous, dans notre approche, ce qu'on utilise de la géobiologie traditionnelle pour bloquer les cours d'eau, ça va être d'utiliser soit des coquillages, soit des blocs de pierre qu'on va poser en amont du cours d'eau pour atténuer quand la pierre est bien placée, qu'elle a été bien énergisée, ça va atténuer la suite du cours d'eau, en fait. C'est-à-dire que le négatif va émerger à cet endroit-là, et après, ça va être plus souple. Donc en Bretagne, on utilise. Le top, c'est ce genre de choses, hein, le quartz blanc, qui est très puissant. Et même des fois, si on n'a pas bien posé sa pierre, ça marche nickel. En fait, déjà, si elle est à peu près au bon endroit, même si on ne l'a pas mis dans le bon sens, ça va tout de suite avoir un effet. On peut utiliser aussi le granit, mais un peu moins puissant. C'est la teneur en quartz de la pierre qui a toute son importance. Et je crois qu'il y a un diapo après qui illustre un peu plus sur les coquillages notamment. Voilà, on utilise beaucoup effectivement les coquilles Saint-Jacques. Et quand on repère qu'il y a un cours d'eau qui passe sous une maison, on va pouvoir effectivement bloquer en fait à l'entrée et à la sortie avec des coquilles Saint-Jacques qu'on aligne en fait le long du mur et on constate que il y a vraiment un effet. Donc ça paraît surprenant, mais ça marche. Ça fait partie des trucs qu'on peut faire soi-même, d'ailleurs qu'on peut vous recommander de tenter. C'est-à-dire que si vous avez des doutes qu'il y ait un cours d'eau qui passe en dessous de chez vous, vous pouvez acheter ou vous bricoler des baguettes de sourcier, même avec un cintre. Avec un simple cintre, ça marche. Hop, les cintres de... comment ça s'appelle? Les pressings, les cintres en métal. C'est super bien, vous le défaites, vous lui donnez la forme à peu près 2/3, 1/3, et vous avez vos baguettes, ça marche très bien. Hein, et donc en fait, sans trop se poser de questions, en fait, on se balade autour de la maison. Pour les baguettes, il s'agit de trouver le point d'équilibre ou le moment. Si je les penche trop en avant, en fait, elles ne vont pas réagir. Et si je les mets trop en arrière, elles bougent dans tous les sens. Donc il faut que je trouve une espèce de petit point d'équilibre. Je joue sur mon axe comme ça, là, pour trouver un petit point d'équilibre où elles sont prêtes à bouger, mais pas trop non plus. Et puis après, sans trop me poser de questions, je vais me balader dans une pièce ou autour de la maison. Et s'il y a des grosses perturbations, comme des cours d'eau, ça va réagir. Et si vous avez des doutes, quand vous avez des amis qui viennent à la maison, vous leur mettez les baguettes, vous leur dites pas là, vous avez trouvé, vous, les cours d'eau. Et on a tous des amis qui sont un peu sensibles, voilà, et puis on essaye. Et si tout le monde trouve plus ou moins à 2-3 mètres près qu'il y a une perturbation à cet endroit-là, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un cours d'eau ou une faille. Et à ce moment-là, on va disposer des coquilles Saint-Jacques, un peu comme sur l'illustration, là, de chaque côté de la maison. Et ça peut suffire à atténuer entre 50 et 90% de l'effet du cours d'eau. La coquille Saint-Jacques, en fait, par sa forme,
attire l'énergie en fait. C'est-à-dire que la Saint-Jacques est un animal qui mange beaucoup de prana. Et donc la forme attire l'énergie aux alentours pour venir nourrir la noix de Saint-Jacques. Donc cette forme va permettre d'attirer le négatif du cours d'eau et de le faire émerger à cet endroit-là, et après c'est atténué. Idéalement, on n'en mettrait que d'un seul côté, mais c'est pas toujours facile de savoir si le cours d'eau va dans ce sens-là ou dans l'autre. Du coup, dans le doute, on en met des deux côtés. Ça, c'est une pratique simple qu'on peut faire chez soi. Évidemment, en appartement, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Et puis après, on regarde déjà, on essaie d'être observateur si ça ne fait pas une meilleure qualité de sommeil, déjà, rien que ça. Donc là, on voit une illustration un peu grossière de ce qui se passe quand on place une pierre. Donc là, il y a le cours d'eau qui va dans ce sens-là, la maison, elle est là. Et donc un quartz blanc qui est à peu près bien placé, c'est-à-dire avec sa face positive en haut. Et en fait, le négatif va être absorbé, va émerger à cet endroit-là. Donc on fait attention de là où on le met, parce que des fois, si c'est au-dessus de la balançoire des enfants, ça ne va pas être top. On essaie de ne pas l'envoyer chez les voisins non plus, plutôt dans un champ que sur une autre maison. Et du coup, en fait, ça va être un peu neutralisé sur le cours de la maison. C'est une façon de purifier le cours d'eau, en fait, pour que son impact soit atténué. Moins fort, ouais. Donc ça, c'est une autre solution. On parle de dalle éthérique qu'on va placer sur les maisons aussi. Donc ça, c'est une création de l'esprit. Donc on va créer en fait sous la maison quelque chose qui va bloquer tout ce qui vient du sol en fait, donc qui est alimenté par des énergies célestes et qui a des évacuations pour pas qu'elle sature et qu'elle puisse durer dans le temps. Donc la création d'une dalle éthérique comme ça, on a une méthode un peu complexe qui est en 11 étapes, mais quand on est chez soi, on peut, si on veut faire quelque chose de simple, on va dire, j'appelle des énergies diamants par exemple, avec une notion de quelque chose de très solide, de très fort, ou de l'or, ou d'un métal, et puis on va dire comme ça, je mets des énergies diamants là sous toute cette pièce, et on se balade comme ça, et après on imagine qu'on étale ça bien. Pour ce qui est des évacuations, bon, là aussi normalement on a une méthode très précise, mais on peut dire par l'intention, je demande à ce qu'il y ait des évacuations, et rester quelques instants comme ça, et puis c'est pareil, ça marche pas, ça peut pas être pire, donc il y a des cas quand même où ça peut être pire, mais c'est un tout petit pourcentage. Donc voilà, ça du coup, on apprend à le faire bien, et que ça dure dans le temps, que ça soit encore là dans 100 ans, dans 200 ans, et que ça soit solide. Et puis il y a les réseaux, donc on a déjà parlé un petit peu des réseaux Hartmann, et puis j'ai mentionné rapidement qu'il y avait d'autres types de réseaux. On va montrer quelque chose qui les détaille un petit peu. Les réseaux, ça se présente sous forme d'un quadrillage comme ça. Le réseau Hartmann, on va avoir en gros une ligne de réseau à peu près tous les 2 mètres, suivant l'orientation, tous les 2 mètres ou tous les 2 mètres 50. Et puis, en fait, dans les réseaux, c'est quelque chose de très complexe. Les auteurs ne sont pas tous d'accord entre eux, donc il faut aussi se fier à son ressenti et suivre son intuition, faire confiance à ce que notre corps nous dit. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut avoir un effet assez fort, notamment quand il y a un réseau Curie qui passe sous une maison. Là, ça a des effets assez violents. Donc pour nous, ça rentre dans le travail complémentaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cherché les causes, fait les nettoyages, bloqué les cours d'eau ou les failles, on a fait déjà 70 à 80% du boulot. Et après, pour aller jusqu'au bout d'une étude, des fois, moi je fais des études à peu près 3 heures. Bon, je ne vais pas jusqu'au bout parce qu'il y a une liste en fait assez longue de trucs à checker en fait. Donc ça rentre un petit peu dans du travail complémentaire. Mais après ça, c'est au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas. Des fois, ça peut être central, il y a un gros réseau qui passe là et ça ne va pas. Une faille, c'est quoi exactement? C'est une sorte de trou, c'est un endroit où effectivement, dans la Terre, soit il y a eu un endroit où il y a une partie de la Terre qui a bougé et pas l'autre, ou les deux qui ont bougé en sens inverse, ou alors effectivement quelque chose qui s'est ouvert. La Terre, c'est pas aussi uniforme qu'on pourrait le croire. En fait, en Bretagne, on a beaucoup de massifs rocheux, à peu près 10 mètres sous la terre. Enfin, ça dépend des endroits. Et ces structures en fait bougent et ça fait des failles, en fait, des fissures
Ouais. Et donc, c'est pareil, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui fait que la fissure génère du négatif. La théorie la plus répandue, c'est que la Terre émet un léger champ magnétique négatif qui a lieu partout. Donc, on ne s'en rend pas compte, on s'y habitue à ça. À part qu'il se concentre dans les failles et ça monte à la verticale de ces failles. Parce qu'il se diffuse un peu partout, mais quand il a une opportunité de passer dans un endroit où il y a une fissure, bah, ça va être plus fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils ont creusé le métro ici à Rennes, ça a été épique parce qu'ils sont tombés à plein d'endroits sur des trous sous la terre, des endroits où la terre ça changeait brutalement, etc. Ça a été plus compliqué que prévu. Bon, ils ont aussi trouvé des bombes, mais ça c'est autre chose. Et donc là, une description de deux réseaux, le réseau Hartmann et le réseau Curie. Donc le réseau Hartmann qui est orienté nord-sud, est-ouest, et avec une alternance de lignes positives et de lignes négatives, et avec des lignes simples, des lignes doubles, des lignes triples, quadruples, etc. Et bien évidemment, plus on est sur une ligne de niveau élevé, et plus les émanations vont être fortes. Et ça, on le retrouve bien sûr dans les autres réseaux. Et là, le réseau Curie, lui, il est orienté, donc on appelle ça un réseau diagonal. Il est orienté à 45 degrés par rapport au nord-sud, est-ouest. Et par contre, on retrouve du coup le niveau 1, le niveau 2, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les réseaux. C'est un petit peu compliqué. Et des réseaux, il y en a une bonne dizaine de types différents. Et les plus denses, en fait, ce sont ceux-là. Le Hartmann va avoir une influence très forte sur le corps et le réseau Curie va avoir une influence très forte sur la psychologie. En gros. Donc c'est vrai que c'est les réseaux qu'on regarde en priorité, pour ne pas dire quasi uniquement. Il y a aussi le réseau Wiesmann qui a un impact sur tout ce qui est électrique et électronique, mais c'est quand même moins important. C'est moins fréquent. Mais voilà, là on a un exemple qui vient de Monsieur Lipnik, de les différents réseaux. Donc là, Hartmann, on retrouve nord, sud, est, ouest, l'espacement des lignes en mètres en fonction du niveau. Et puis bon, il y a d'autres informations. Le Curie, donc en nord-est, sud-ouest, etc. Le Perret, le PAM, le Wiesmann. Et il a même eu la modestie de nommer un réseau de son nom à lui. Chez lui, il y a un réseau Lipnik. Je vois qu'il y en a qui peuvent prendre des notes, des photos. Si vous voulez, on pourra vous mettre le PDF à disposition, si vous le souhaitez, de la conférence. Et puis on a parlé tout à l'heure de cheminée cosmotellurique et de vortex. Donc une cheminée cosmotellurique, c'est quelque chose qui s'enfonce dans la Terre assez profondément et qui dépasse de la Terre de manière très élevée aussi. C'est plusieurs centaines de mètres. En fait, il y a une partie, il y a deux parties essentielles. Le bulbe, la racine, le bulbe surtout, et puis la corolle, qui sont les endroits. La corolle, c'est là où ça va se polluer le plus facilement. Et puis la partie intelligente, entre guillemets, va plutôt se situer à ce niveau-là. C'est des grands tubes d'énergie. Donc c'est assez large, hein. Il y en a de différentes tailles. Ça va de 3 à 10 mètres de large. Ça prend la forme d'un rond. Des fois, d'ailleurs, on le voit dans certains jardins, il y a des ronds où tout d'un coup c'est plus vert, ou il y a des gens qui font les liens avec aussi avec les cercles de champignons, des trucs comme ça. Et en fait, ça ressemble un peu à des chakras pour la Terre. L'énergie monte et après l'énergie descend. L'énergie monte, l'énergie descend. Donc quand tu as ça sur ton lit, c'est pas top en fait. C'est super pour un endroit de méditation par exemple. Et puis aussi, c'est des choses qui peuvent se polluer, c'est-à-dire que les énergies négatives ont tendance à stagner et à être un peu captifs de ces phénomènes-là. Et on va dire que la cheminée devient négative. À la base, elles sont toutes positives. Mais au bout d'un moment, en fait, comme ça capture les entités, par exemple, notamment, du coup, ça devient négatif. Donc on a pas mal ce problème-là dans les églises, qui ont beaucoup de cheminées, et qui, à la base, étaient plutôt là pour que les gens, quand ils traversent la cheminée, déposent des choses. Et en fait, comme il y a de moins en moins de ferveur dans les églises, ces systèmes en fait, qui devraient se nettoyer automatiquement, en fait, quand il y a des grands chants, des Alléluia très forts, se nettoient plus. Et du coup, des fois, tu te balades dans une église, en fait, si tu traverses cette cheminée, en fait, tu rechopes les émotions des autres, si tu es un peu fragile ou si tu as des fuites d'énergie.
Mais c'est quasi systématique dans les églises de trouver une cheminée cosmotellurique. Et quand c'est pas une cheminée, en fait, c'est un vortex. Ou les deux. Et parfois les deux. Et justement, les vortex, Ça ressemble à des grandes spirales. ça marche à plusieurs. Toujours par deux. Alors, j'en ai trouvé, moi, qui étaient à plus que deux parfois. D'accord. Et les deux sont en lien. Et en fait, si on se retrouve sur la spire d'énergie, dans une maison, c'est pas bon. Non, en plus, ça vit ces trucs-là. Il y a des moments où ça se dilate, ça se rétracte. Et pareil, ça peut capturer, ça peut faire capture de négatif. Enfin, et puis c'est cette partie-là, là, c'est très très fort niveau vibratoire. Et donc quand on dort là, en fait, on a beaucoup trop d'énergie. Si ça passe en plein milieu de votre lit, c'est pas terrible. Ça, c'est assez compliqué à résoudre. J'ai eu un cas sur une maison et j'ai jamais rien réussi à faire. Pardon, vas-y. Ouais. Ça peut, pas vraiment, normalement, non. Non, pas. Ouais, c'est ça, ça fait partie des systèmes fonctionnels. On pourra peut-être comparer ça à des méridiens, je ne sais pas si c'est pertinent, mais. Après ça, là, on vous parle de ce qu'on connaît, mais très clairement, dans l'invisible, il y a encore plein de choses à découvrir. Hein. On ne connaît pas tout, on en découvre régulièrement. Du coup, quand on est rendu là, en intervention de géobiologie, en fait, on est facilement à 3 heures de temps. Et c'est un moment où on va se poser et puis commencer à regarder le taux vibratoire avant notre intervention, à la fin de l'intervention, quel est le taux vibratoire idéal. Donc nous, le taux vibratoire, on utilise plutôt une échelle en pourcentage. L'échelle qui est la plus répandue en géobiologie traditionnelle, c'est l'échelle Bovis, mais qui est un petit peu compliqué à utiliser parce que l'échelle Bovis change tout le temps en ce moment, parce que la Terre vibre de plus en plus fort. Donc il y a pas mal d'énergéticiens et de géobiologues, notamment Stéphane Cardino, qui a été entre guillemets, le maître de Jan Lipnik, a introduit cette notion de pourcentage qui veut dire en moyenne dans cette maison, est-ce que mon champ d'énergie se dilate ou est-ce qu'il se rétracte, en sachant que 100% ce serait neutre. Donc tout ce qui va être en dessous de 100% me prend de l'énergie, tout ce qui est au-dessus de 100% me donne de l'énergie. Donc souvent le taux idéal il est dans les 150%, c'est-à-dire que la maison me donne de l'énergie mais pas trop, pour pas non plus être au taquet. Et on va aussi ajuster, en fait, on va avoir moins d'énergie, on va faire en sorte qu'il y ait moins d'énergie dans les chambres, par exemple, pour qu'on puisse favoriser le sommeil. Par contre, dans les lieux d'activité, comme le bureau, ou une salle de jeu, ou des lieux de vie, on va avoir tendance à monter un peu plus le taux vibratoire. On vérifie d'autres valeurs, comme le taux de magnétisme, on ne rentre pas dans le détail de tout. Je ne sais pas quelle heure il est, puis, par contre. Alors, on vérifie qu'à la fin de l'intervention, la maison reste centrée entre ciel et terre, qu'on n'a pas fait partir un truc hyper cosmique, ou qu'au contraire, on n'a pas trop relié au centre de la planète. 9h20. 9h20 ? Ça va, à peu près. Ah non, c'est bien, on avance. Et puis on fait du coup, dans cette fin d'intervention, on fait des corrections par l'intention et par l'ouverture du cœur, par l'énergie des possibles. Donc on ajuste, en fait, une fois qu'on a enlevé les éléments négatifs, on fait une sorte d'harmonisation de tout ça, on vérifie que le travail a bien porté ses fruits, et puis on ajuste. Et du coup, en toute fin d'intervention, on va dire bonjour à l'esprit du lieu. Alors, là, c'est pareil au niveau du gardien de la maison, il y a plein d'écoles de géobiologie, il y a des gens qui commencent par ça. Nous, du coup, on va surtout checker à la fin en fait, que le gardien du lieu, il est super content, qu'il a que envie de faire la fête, et s'il n'est pas dans cet état-là, c'est qu'on a raté un truc en fait, et du coup, on va discuter avec lui. Et s'il n'est pas content, souvent c'est lié à un objet qui est dans la maison. Donc ça peut être une armoire qui plombe tout. Pareil, il y a une liste assez longue de choses qui sont possibles, et on va essayer de corriger ça. On rédige un rapport, on explique du coup tout ce qu'on a fait avec notre client, notre habitant, et puis il y a des étapes d'harmonisation où en fait on va se prendre les mains avec la personne qui nous a appelés, et puis on va demander à ce que tout revienne dans la fréquence idéale pour les personnes. C'est-à-dire que moi je fais rentrer en tant que géobiologue, énergéticien, avec ma fréquence dans cette maison, et c'est le moment où tout redevient dans la fréquence du patient et du client, pardon. J'ai plus mes mots.
aussi pour pas que ça soit vécu comme une intrusion. Parce que par exemple, très souvent, c'est madame qui nous appelle, c'est tout juste si monsieur n'est pas trop au courant ou qu'il n'est pas trop d'accord. Et donc, nous, c'est une étape qui va être importante parce que du coup, ça va pas être vécu comme quelque chose d'intrusif. Et on souhaite que, si par exemple tout le monde n'était pas d'accord dans la famille, que ça ne soit pas vécu comme une intrusion, notamment en remettant dans les fréquences idéales pour les personnes. Et puis ça prend que 2 minutes et du coup, ça vaut le coup de le faire. On prend un temps de remerciement avec toutes les présences qui nous ont aidés. Donc, si on a appelé l'archange Barakiel, on va aller mettre des encens pour l'honorer et puis avoir des petits temps de remerciement pour être dans l'humilité et puis dans le respect de ces forces-là. Là, c'est très spirituel, évidemment. Et on enchaîne sur du spirituel à nouveau. Donc, dans la géobiologie, il y a toute une branche qui s'appelle la géobiologie sacrée. Donc là, on est parti, on a fini de vous parler des géobiologies de l'habitat. Ce qu'on fait pour les fermes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait là, par exemple. Pour les commerces, c'est pareil. Bon, il y a des petits trucs en plus pour les commerces, notamment sur la porte d'entrée, sur l'emplacement de la caisse et des choses comme ça. Et donc, dans la géobiologie, il y a toute une partie titre sur la géobiologie sacrée qui s'intéresse à essayer de comprendre ce qui se passe dans les lieux sacrés, niveau énergétique en fait. Donc, c'est un truc qu'on voit en formation et aussi, je vous ai parlé que je fais une journée à Brocéliande, donc on parle beaucoup de ça. Donc, comment on approche un lieu sacré, comment on rentre en respect avec ce lieu, en harmonie, comment on veille à ce que le lieu soit dépollué avant de rentrer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lieux géobiologiques qui sont hyper pollués. Parce que, un peu comme j'ai pu vous en parler pour les églises, quand les gens vont voir un menhir, ils ont l'impression que c'est un endroit où on peut déposer des choses. Donc ils déposent vraiment des choses. Et comme ces lieux ne sont pas plus très utilisés en termes de cérémonie, les systèmes de nettoyage automatique ne s'activent pas très souvent ou alors vont naturellement s'activer au solstice ou à des choses comme ça. Parce que pendant des centaines d'années, ça s'activait au solstice. Donc ça continue de s'activer au solstice. Mais tout le reste de l'année, en fait, il va cumuler une charge négative. Donc avant de rentrer dans un lieu sacré, c'est important de vérifier qu'il est dépollué. Et on va contacter l'esprit du lieu, on va lui demander est-ce que tu m'autorises à nettoyer le lieu. Des fois il va dire non, j'ai pas envie, j'aime pas les humains, j'en ai marre. Et du coup on n'y va pas. Ça arrive que le gardien des lieux soit fâché, notamment s'il y a des gens qui font pipi dans les coins, tout ça, ça les énerve en fait, tout simplement. Et puis des fois, ça m'est arrivé de me faire gentiment envoyer bouler par le gardien du lieu qui me dit oui, tu viens me voir, tu n'es même pas avec un sac plastique pour nettoyer, tu dis que tu nettoies, enfin, bon, bref. En général ça se passe bien, mais on peut tomber sur ce genre de choses. Donc on apprend à ressentir que le lieu est OK en fait pour faire une pratique à cet endroit-là. Et puis il y a aussi des lieux sacrés qui sont pollués par des humains qui viennent faire des pratiques à visée moins positive que ce qu'on essaie de faire nous. Il y a, je veux dire, les humains sont capables du positif et du négatif. Donc c'est vrai que nous, on a une approche où on va vraiment vers le positif, mais il y a d'autres personnes qui vont avoir une autre approche et qui vont du coup laisser des traces derrière qui ne sont pas des bonnes traces, quoi. Pour appeler un chat, il y a des gens qui viennent faire des pratiques de magie noire sur les menhirs par exemple. Et un des buts de la géobiologie sacrée, souvent, c'est de faire ce qu'on appelle des bains d'énergie, c'est-à-dire d'activer des systèmes d'énergie dans lesquels on va pouvoir aller et il va se passer des choses dans notre champ d'énergie, dans notre corps, et ça va faire du bien, un peu comme un soin énergétique en fait. Donc là, il y a un exemple d'une étude que j'ai faite il y a quelques années sur la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Donc là, c'est pareil, je pourrais passer 1 heure à vous raconter tout ce qui se passe là-dedans. Mais je ne sais pas si vous voyez où elle est la cathédrale, parce que moi j'habitais Rennes un bon petit moment avant de me rendre compte que la cathédrale c'était ça, donc c'est dans le vieux Rennes, près des portes mordelaises. Et si vous allez là-bas, en fait, ce qui est très chouette, c'est d'aller dans le fond là, et dans cette partie ici là, il y a énormément d'énergie. Et il y a notamment des bancs là, tout le disposés ici là, tout le long. Et là, restez là quelques instants, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et notamment, il y a une énorme veine d'énergie orange qui vient de la terre et qui envoie assez fort et qui nettoie le chakra sacré. Et comme c'est un des chakras les plus perturbés dans notre société, ça fait vraiment du bien d'aller se poser là-bas quelques instants. Et je ne saurais pas dire pourquoi, elle est rarement polluée, la cathédrale Saint-Pierre. Donc je pense qu'il y a encore de la ferveur dans cet endroit-là.
ou que les systèmes énergétiques marchent bien. En tout cas, l'énergie est assez belle. Donc oui, là, on va retrouver, voilà, par exemple ici, une cheminée qui sert normalement au nettoyage et qui des fois est polluée. Et puis, on pense que les cathédrales ont été construites sur d'anciens sites mégalithiques. Et en fait, sur le lieu de la cathédrale, il y a plein d'énergie qui sort de la terre. Là, il y a un énorme courant d'énergie jaune, là, il y a un gros courant d'énergie verte. Et là, c'est très grand courant d'énergie orange dans le fond. Donc ça ferait très fortement penser que ça soit un ancien lieu de culte, parce que des gens qui auraient un minimum de ressenti, même d'anciennes civilisations, ont forcément senti qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il y en a où on a juste besoin de leur rendre le service, en fait, de les aider à partir. Et puis, il y a d'autres cas où il va falloir dialoguer. Je me souviens d'une maison où, en fait, dans la maison, je suis tombé sur un défunt. Il y avait vraiment une présence très nette. Et clairement, ça disait, il faut m'écouter. Donc, je l'ai écouté. Il m'a dit, il y a une magie qui pèse sur la maison. Cette magie m'a tué. Et il est parti. Il avait transmis son message, et donc il pouvait partir. Mais ça faisait des dizaines d'années au moins qu'il était là, et qu'il attendait que quelqu'un puisse entendre le message et de pouvoir partir. Après ça, leur temps n'est pas le même que le nôtre, ça s'écoule de manière plus fluide de leur côté. Donc ils peuvent attendre aussi un peu plus longtemps, c'est pas gênant. Ils sont plus patients. Mais du coup, pour répondre aussi à ta question, moi je discute très peu avec les entités. À partir du moment où elle accepte de partir et qu'elle accepte mon aide, je ne vais pas rentrer dans le détail de son histoire. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est parce que c'est un contact qui est énergivore. Tout le temps que tu passes à parler avec une entité, tu te fais pomper en fait. Donc il faut vraiment veiller à avoir une superposition, une position de canal, machin, tout ça. Sinon tu te fais pomper de l'énergie. Donc c'est énergivore. Et puis en fait derrière il y a une curiosité qui finalement, on a envie de savoir l'histoire de la maison, machin, tout ça, mais en fait non. Non. Donc et j'ai encore eu le cas, cas. tout à l'heure, hein, la dame, j'étais avec un ancien élève qui est venu réviser avec moi sur cette intervention de géobiologie. Et très clairement, la maison, elle est juste à côté d'un énorme charnier. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont enterrées là. Et on a demandé au guide ce qu'il faut en parler à la dame. Ils ont dit non, n'en parlez pas à la dame. Elle va vouloir savoir, elle va tout vouloir savoir. Et vous dites rien. Et du coup, on a veillé à ce que le charnier soit pacifié, que les êtres, les humains qui ont été enterrés là, c'était pendant une guerre. Il semblerait que ça remonte à l'époque romaine. Mais tu vois, je dis, bon, qu'est-ce que ça change que ça soit moyenâgeux, romain? Il y a des gens qui sont enterrés là et ça génère du négatif. Et si je dis ça à la personne qui m'a contacté, c'est ta maison, quoi. Il y a un charnier qui est là. Qu'est-ce que ça t'apporte de le savoir? Ça va plutôt ruminer et puis ça va pas être positif, en fait. Donc c'est pas évident de sortir de cette curiosité. Mais souvent, en fait, on a très peu d'informations, on nettoie. Tu as des pratiques comme la transmutation divine où tu es là, tu dis j'appelle le négatif et on s'en fout de savoir qu'est-ce que c'est. Et je demande la transmutation divine des énergies négatives. C'est quand même une notion essentielle d'efficacité. On cherche à ce que les gens soient dans un endroit qui soit plus sain pour eux après notre passage. Et après ça, ceux qui ont envie de savoir, on peut les associer au niveau qui semble juste. Mais l'important, c'est qu'ils se sentent mieux après.